Il est plus petit qu'une tête d'épingle. Il ne mord pas, il ne grogne pas, il n'est pas venimeux, il n'a ni dents, ni griffes, ni poison, il ne chasse pas, parfois il ne marche même pas, il reste simplement immobile et il suce. Et pourtant, c'est l'un des envahisseurs les plus efficaces de toute l'histoire du vivant sur cette planète. Les pucerons existent depuis 280 millions d'années. Pour comparer, les dinosaures sont apparus il y a environ 230 millions d'années. Les pucerons étaient déjà là. Ils ont survécu à 5 extinctions massives. Ils ont survécu à une météorite qui a anéanti tout ce qui était grand sur la planète. Ils ont survécu aux glaciations et aux dérives continentales. Et ce matin, il y en avait un sur votre rosier. 1 millimètre, parfois 2, c'est toute sa taille. Mais c'est ce millimètre qui nourrit des armées entières de fourmis. Comme du bétail, il détruit chaque année des récoltes valant des dizaines de milliards d'euros. Il reprogramme chimiquement les plantes pour qu'elles répondent à ses besoins et il se reproduit d'une manière qui viole la logique la plus élémentaire de la biologie. Il naît déjà enceinte. Une fille sort directement du corps de sa mère et à l'intérieur de cette fille, une petite fille est déjà en train de se former. 3 générations à la fois dans un seul corps. Ce n'est pas une figure de style, c'est littéralement ainsi que fonctionne son appareil reproducteur. Pour être honnête, c'est ce qui m'a le plus frappé. J'ai vérifié plusieurs sources en pensant à une erreur de traduction. Non, c'est bien réel. On appelle cela les générations télescopiques et les pucerons sont l'un des très rares organismes sur Terre chez qui ce mécanisme fonctionne. Aujourd'hui, nous parlons des pucerons, une créature que vous avez vue 1000 fois sans jamais vraiment la voir. Nous allons voir comment fonctionne cette minuscule machine à survivre. Pourquoi elle a des armées, des élevages, des armes chimiques, et même sa propre diplomatie avec les fourmis. Et pourquoi, après cette vidéo, vous ne passerez plus jamais devant une feuille couverte d'une colonie verte avec indifférence. La première chose à comprendre, c'est ce qu'est réellement un puceron, et comment 280 millions d'années d'évolution tiennent dans 1 millimètre. On compte environ 500 espèces de pucerons sur la planète. Vert, noir, rouge, blanc, gris, sur les rosiers, sur les choux, sur les céréales, sur les pins, sur les racines sous terre. Presque chaque plante a sa propre espèce dédiée. Certaines espèces ne vivent que sur une seule plante haute et sur aucune autre, une spécialisation absolue. Un corps mou, en forme de poire, 6 pattes, 2 petits tubes à l'arrière du corps appelés cornicules, par lesquels le puceron libère des phéromones d'alarme en cas de danger, les individus voisins réagissent instantanément. 2 longues antennes et surtout une trompe fine, dure et acérée, c'est avec elle que le puceron accomplit tout cela. Ce n'est pas une simple piqûre, c'est une opération chirurgicale. La trompe du puceron, appelée stylet, est composée de 4 fines aiguilles soudées entre elles. Quand le puceron se pose sur une feuille, il ne la perce pas brutalement. Il écarte délicatement les cellules, se faufile entre elles sans rien endommager, jusqu'à atteindre le phloème, le système vasculaire de la plante par lequel circulent les sucres. Il va droit là où c'est le plus nutritif. Tout ce trajet prend de quelques minutes à plusieurs heures, selon l'espèce et la plante, et pendant ce temps, la plante ne remarque presque rien. Le puceron se déplace entre les cellules sans en briser aucune, sans déclencher d'alarme, sans réponse immunitaire. Il a trouvé le moyen de dîner chez quelqu'un d'autre sans que le propriétaire s'en rende compte. Une fois le stylet arrivé au phloème, le puceron ne pompe même pas. C'est la pression interne de la plante qui pousse la sève directement dans son estomac. Il se contente de tenir le tube ouvert. C'est la plante elle-même qui le nourrit. Là, honnêtement, je me suis arrêté un instant. Ce n'est pas un parasite qui se nourrit grossièrement. C'est un ingénieur qui a trouvé un point de connexion et établi un approvisionnement constant, sans aucun effort de sa part. La taille de cette trompe est d'environ 1 millimètre et la précision de son fonctionnement est comparable à celle d'un instrument chirurgical. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si des bio-ingénieurs étudient aujourd'hui la trompe des pucerons pour développer une nouvelle génération d'aiguilles médicales capables de se glisser entre les cellules sans les abîmer. Le puceron a résolu ce problème il y a 280 millions d'années. Mais la trompe n'est que le début, car ce que le puceron fait ensuite à la plante va bien au-delà de la simple alimentation. Ce qui se passe ensuite, on ne peut pas vraiment l'appeler du parasitisme, c'est du contrôle. Avec son stylet, le puceron injecte aussi de la salive dans les tissus de la plante. Pas un simple lubrifiant, pas un liquide neutre. Cette salive contient un véritable cocktail de substances biologiquement actives, chacune poursuivant un seul but, modifier la plante pour qu'elle réponde aux besoins du puceron.
Premièrement, la salive supprime la réponse immunitaire. Les plantes peuvent normalement se défendre en produisant des toxines ou des résines qui renforcent les parois cellulaires. Le puceron bloque ces mécanismes. La plante reçoit le signal de l'invasion mais ne réagit pas. Il y a un signal mais aucune réponse. Ce n'est pas un accident, c'est une intervention chimique ciblée dans le système immunitaire de l'hôte. Deuxièmement, certaines espèces modifient le métabolisme de la plante, la forçant à produire davantage d'acides aminés, précisément ceux dont les pucerons ont besoin. La plante restructure littéralement sa propre biochimie pour mieux nourrir l'envahisseur, un peu comme si un invité reprogrammait discrètement votre réfrigérateur pour qu'il ne prépare que ses plats préférés. Troisièmement, les galles représentent un niveau totalement différent. Certaines espèces injectent des substances qui forcent la plante à littéralement construire une structure autour d'elle. La plante se met à croître autour du puceron, formant une chambre fermée. Cette galle crée un microclimat protecteur contre les prédateurs, avec l'humidité idéale et un abri parfait. Le puceron ne l'a pas construite lui-même, il a donné l'ordre et c'est la plante qui a tout bâti. Certaines galles atteignent la taille d'une noix et abritent une colonie entière. Mais le plus dangereux, c'est que le puceron transporte autre chose à l'intérieur de lui. Les pucerons sont l'un des principaux vecteurs de virus végétaux. Les virus voyagent sur leur stylet, pénètrent dans le phloème et se propagent dans toute la plante. On connaît plus de 200 virus végétaux transmis par les pucerons, mosaïque des feuilles, nenté, déformation des fruits. Les pucerons sont à l'origine de la plupart de ces maladies, et il suffit de quelques secondes de contact entre le stylet et le tissu pour transmettre le virus. Le puceron n'a même pas besoin de se nourrir longtemps. Une seule piqûre, et le virus est déjà transmis. Saviez-vous tout cela avant cette vidéo ? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et cela nous amène à une question d'échelle. Un seul individu est déjà une machine de contrôle redoutable, alors que se passe-t-il quand il y en a 1 milliard ? Au printemps, une femelle sort d'un œuf qui a passé l'hiver. Une seule, sans mâle. Le mâle n'intervient absolument pas ici, le puceron se reproduit sans lui pendant tout l'été. La femelle commence immédiatement à donner naissance à des petits vivants et chacun de ces petits porte déjà en lui la génération suivante. C'est ce qu'on appelle les générations télescopiques. Une fille se développe à l'intérieur de la mère et à l'intérieur de cette fille, avant même sa naissance, une petite fille a déjà commencé à se former. 3 générations existent simultanément dans un seul corps. Ce n'est ni une métaphore ni une exagération, c'est un fait anatomique confirmé par microscopie. L'embryon contient un embryon. On appelle cela la pédogenèse, une reproduction qui commence avant même d'atteindre le stade adulte. Le puceron a atteint là une forme ultime d'efficacité reproductive. Une femelle donne naissance à 50 à 100 petits au cours de sa vie, et chacun d'eux commence lui-même à se reproduire après 7 à 10 jours seulement. Dans des conditions favorables, le changement de génération a lieu toutes les 1 à 2 semaines. Faites le calcul. Dès la 3e semaine, un seul individu en devient des centaines. À la 5e, 1000. À la fin de l'été, à partir d'une seule femelle apparue au printemps, on pourrait théoriquement obtenir jusqu'à 600 milliards de descendants. 600 milliards à partir d'un seul individu en une seule saison. Pour comparer, la planète compte environ 8 milliards d'humains, un seul puceron produirait théoriquement, en un été, 75 fois plus de descendants que toute l'humanité réunie. Bien sûr, dans la réalité, les ennemis naturels, les maladies et le manque de ressources interrompent cette courbe bien avant d'atteindre de tels chiffres, mais le mécanisme lui-même fonctionne exactement ainsi. Le potentiel biologique est réel. Quand une colonie devient trop dense ou que la plante nourricière s'épuise, des femelles ailées naissent. Pas toutes, seule une partie de la descendance répond à ce signal de surpopulation et elles s'envolent pour trouver de nouvelles plantes. Elles fondent de nouvelles colonies qui en engendrent d'autres à leur tour. Cette expansion ne s'arrête qu'à l'approche de l'automne, quand la stratégie change pour la première fois de l'été. Des mâles apparaissent, la reproduction sexuée a lieu, et les femelles pondent des œufs fécondés qui passeront l'hiver dans l'écorce, sous les feuilles ou dans le sol. Ces œufs peuvent résister à des gels allant jusqu'à 40 degrés. Au printemps, une femelle en sort à nouveau, et tout recommence. Un puceron n'est pas un individu, c'est un point de départ. Pendant que le puceron est posé sur une feuille et aspire la sève du phloème, voici ce qui se passe dans son intestin. Il reçoit beaucoup plus de sucre qu'il ne peut en traiter. Il évacue donc l'excédent par l'arrière de son corps, sous forme d'une goutte sucrée et collante. C'est ce qu'on appelle le miellat.
Pour la plante, le miella est un problème, il recouvre les feuilles, bloque la photosynthèse, favorise l'apparition de champignons. Mais pour les fourmis, c'est une nourriture riche en glucides, disponible et prévisible, et les fourmis l'ont compris depuis très longtemps. Pucerons et fourmis vivent en symbiose depuis, selon la paléontologie, au moins 40 millions d'années. 40 millions d'années de relations mutuellement bénéfiques. Pour comparer, les humains ont commencé à élever du bétail il y a environ 10 000 ans seulement. Les fourmis nous ont précédés de 4000 fois. Le mécanisme fonctionne ainsi. Une fourmi approche un puceron et le caresse avec ses antennes. C'est un signal. Le puceron libère alors une goutte de miella en réponse. La fourmi la boit et passe au suivant. Ce n'est pas un contact aléatoire, c'est un rituel parfaitement établi qui se reproduit des millions de fois par jour dans chaque fourmilière possédant un troupeau. Les grandes colonies entretiennent même plusieurs de ces pâturages sur différentes plantes, reliées par des pistes de phéromones permanentes. En échange, les fourmis protègent les pucerons. Si une coccinelle ou une larve de chrysope approche de la colonie, les fourmis attaquent de façon agressive et coordonnée, et le prédateur finit généralement par reculer. Certaines espèces de fourmis vont même plus loin. Elles déplacent les pucerons vers des pousses plus tendres lorsque les anciennes sont épuisées, et à l'automne, elles transportent les œufs jusque dans les chambres souterraines de la fourmilière, où ils passent l'hiver au chaud avant d'être ramenés sur les plantes au printemps. Ce n'est plus de la symbiose, c'est de l'élevage. Et certaines fourmis ont une pratique qui ne laisse aucun doute. Si un puceron développe soudain des ailes et s'apprête à s'envoler, les fourmis les lui arrachent. Le bétail ne doit pas s'échapper. Mais les pucerons, dans cette relation, ne sont pas de simples participants passifs. Ils exercent eux aussi une influence, ce qui rend cette histoire bien plus complexe qu'un simple rapport berger-troupeau. La salive de certaines espèces de pucerons contient des substances qui agissent sur le comportement des fourmis, les rendant plus fidèles à une colonie en particulier. C'est, en somme, une forme de subordination chimique de leur allié. Le puceron libère des phéromones que les fourmis interprètent comme un signal. Ce n'est plus seulement une ressource à protéger, la fourmi décide de protéger le puceron lui-même. Certaines espèces de pucerons survivent d'ailleurs beaucoup moins bien sans les fourmis. La dépendance est devenue réciproque. Ce n'est plus de l'élevage, c'est une véritable alliance entre deux espèces qui se développe depuis 40 millions d'années. Mais en dehors de cette alliance, les pucerons disposent aussi de leurs propres moyens de défense. D'abord, une phéromone d'alarme. Attaqué par un prédateur, le puceron libère par ses cornicules un nuage de signal chimique. Les individus voisins réagissent immédiatement, certains se figent, d'autres tombent de la feuille, d'autres encore se mettent en mouvement aussitôt. Le signal attire aussi les fourmis gardiennes. Ensuite, des fils de cire, chez de nombreuses espèces, les cornicules sécrètent des fibres collantes. Si un prédateur attrape un puceron, ces fils s'enroulent autour de ses pièces buccales et de ses pattes, gênant ses mouvements et l'obligeant à se nettoyer, ce qui laisse au puceron le temps de s'échapper. Et puis il y a les soldats, totalement inattendus. Certaines espèces de pucerons possèdent des individus spécialisés qui n'apparaissent qu'à l'intérieur de la gale, n'en sortent jamais, et ne se reproduisent jamais. Leur seule fonction est de protéger la colonie. Ils ont des pattes avant épaissies et munies d'épines assez. Quand un prédateur s'introduit, ils l'attaquent, s'accrochent et ne le relâchent pas, souvent au prix de leur propre vie. L'altruisme est rare chez les insectes, on le trouve surtout chez les abeilles, les fourmis, les termites, des espèces à structure sociale développée. Les pucerons n'étaient traditionnellement pas classés parmi elles, et pourtant ces soldats existent. Leur découverte a sérieusement fait évoluer notre compréhension des limites du comportement social chez les insectes. Honnêtement, c'est le moment qui m'a le plus marqué dans tout ce sujet. Un être d'1 millimètre, sans cerveau, au sens où nous l'entendons, qui ne laissera jamais de descendance, mais mourra pour protéger ceux qui en laissent, c'est de l'évolution inscrite directement dans le corps. Si les pucerons sont si complexes, on peut alors se demander ce qu'ils représentent pour l'écosystème dans son ensemble. Du point de vue d'un agronome, le puceron est généralement considéré comme un ravageur, et c'est vrai. Mais du point de vue de l'écosystème, le tableau est incomplet. Les pucerons sont l'une des principales sources de nourriture pour un très grand nombre d'espèces. Coccinelles, larves de chrysope, cirphes, araignées, forficules, petites punaises prédatrices. Tous ces prédateurs basent une grande partie de leur régime alimentaire sur les pucerons. Une coccinelle adulte peut manger jusqu'à 50 pucerons par jour
et sa larve jusqu'à plusieurs centaines durant tout son développement. Supprimer les pucerons et les populations de ces espèces s'effondrent. Les oiseaux constituent une autre histoire à part. De nombreuses espèces de mésanges, moineaux et fauvettes récoltent des pucerons pour nourrir leurs petits. Ils sont mous, petits et riches en protéines, une nourriture idéale en période de nidification. Un couple de mésanges peut apporter jusqu'à 1000 insectes par jour à ses petits, et les pucerons représentent une part importante de cet apport. Sans pucerons, il y a moins de poussins, moins d'oiseaux, et donc moins de régulation naturelle des autres insectes nuisibles. Dans les régions où les populations de pucerons ont fortement chuté en raison d'un usage massif de pesticides, on observe en parallèle un déclin des populations d'oiseaux insectivores. Le lien est direct. Les guêpes parasitoïdes forment un monde à part. Ce sont de minuscules guêpes, de 1 à quelques millimètres, qui pondent un œuf directement à l'intérieur d'un puceron vivant. La larve se développe à l'intérieur sans toucher aux organes vitaux. Le puceron continue de vivre pendant que la larve grossit, jusqu'au moment où elle se nymphose à l'intérieur même de l'hôte, transformant celui-ci en une coque dure et dorée. La momie ainsi formée est ensuite percée par la jeune guêpe, qui s'envole par un trou de sortie. Si vous avez déjà vu sur une feuille des pucerons gonflés, dorés et immobiles, ce sont précisément ces momies, chacune contenant une nymphe de guêpe. Ces guêpes sont d'ailleurs utilisées en protection biologique des cultures, à la place des pesticides, et délibérément introduites dans certaines serres. Même les restes des pucerons ne disparaissent pas inutilement. Ils recouvrent les surfaces et nourrissent des champignons saprotrophes, qui à leur tour servent d'alimentation à d'autres organismes. Le puceron est donc intégré au réseau alimentaire en plusieurs points à la fois. Il relie le monde végétal à celui des insectes prédateurs, des oiseaux, des champignons et des parasites. Le retirer, c'est tirer un fil qui maintient une bonne partie de la toile. Mais quand il y a trop de pucerons, pour nous, ce n'est plus une question abstraite. L'écologie devient une affaire de gros sous. Les dégâts causés par les pucerons à l'agriculture mondiale sont estimés à plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année. Ce n'est pas un chiffre théorique, ce sont des pertes réelles sur le blé, le maïs, le coton, le soja, les pommes de terre. C'est l'argent des agriculteurs et c'est aussi, indirectement, le prix de nos courses et le montant des subventions publiques pour les pesticides. Les pucerons frappent en réalité 2 fois. D'abord directement, ils aspirent la sève, affaiblissent la plante, ralentissent sa croissance, réduisent le rendement. Ensuite, indirectement, par les virus qu'ils transportent, un seul puceron infecté peut visiter des dizaines de plantes en une seule journée, propageant le virus sur tout un champ plus vite qu'aucun traitement chimique ne peut agir. Et c'est en France que cette histoire prend toute sa dimension. Dans les années 1860, un minuscule insecte, le phylloxéra de la vigne, un proche cousin du puceron, appartenant au même ordre, a été accidentellement importé d'Amérique du Nord en Europe. Il s'attaque aux racines de la vigne, les ronge de l'intérieur, et le pied jauni, s'affaiblit, puis meurt lentement, presque sans bruit. Au cours des 20 années suivantes, environ les 2/3 du vignoble français ont été détruits. Plus d'1 million d'hectares de vignes ont disparu dans ce seul pays, avant que l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Portugal ne soient touchés à leur tour. Des régions viticoles entières, fortes de traditions séculaires, ont été ravagées. Des milliers de familles ont été ruinées, des villages se sont vidés. Les pertes économiques sont comparables à celles d'une guerre. Pour être honnête, c'est cette échelle qui m'a sidéré. Ni une armée, ni une épidémie au sens habituel, un insecte plus petit qu'un millimètre a mis à genoux l'économie de tout un continent. La solution est venue presque par hasard, les cépages américains, ayant évolué aux côtés du phylloxéra, avaient développé une résistance naturelle. On a alors commencé à greffer les cépages européens sur des racines américaines. C'est ce qui a sauvé la viticulture, et aujourd'hui encore, la quasi-totalité des vignes françaises poussent sur des porte-greffes d'origine américaine. Chaque verre de vin français rappelle, sans qu'on y pense, qu'une seule espèce proche du puceron a changé pour toujours l'histoire du vin. Et cela nous amène à une question que peu de gens posent: comment l'humain a-t-il appris à combattre les pucerons et avec quel succès? Cette guerre est en réalité une leçon sur qui, à long terme, est le plus intelligent. Le premier outil vers lequel se tourne un agronome face à une invasion de pucerons, c'est l'insecticide. Ça agit vite, efficacement, de façon prévisible, aucune colonie ne résiste à un produit moderne qui la détruit presque entièrement dès la première application. Le problème n'est pas dans cette première application, il est dans la saison suivante.
En un seul été, les pucerons traversent 10 à 15 générations. Chaque génération est une occasion d'adaptation. Si, par hasard, un individu porteur d'une mutation lui conférant une résistance à un produit donné apparaît dans la population, il survit, et sa descendance fait de même en quelques mois seulement. Bientôt, la majorité de la colonie est déjà résistante à ce produit chimique. On a même documenté des cas où une résistance complète s'est développée en une seule saison, du printemps à l'automne, ce que l'on appelle la résistance acquise. Aujourd'hui, des centaines de cas confirmés de résistance, chez différentes espèces de pucerons et face à différentes classes d'insecticides, ont été recensés. Les pucerons s'adaptent plus vite que la plupart des autres ravageurs agricoles. Les agriculteurs sont alors obligés de changer de produit, puis encore, c'est un véritable carrousel de pesticides. L'industrie ne le freine pas, car cela représente des profits, et les pucerons continuent de s'adapter à chaque nouveau produit. Certaines populations ont même développé non seulement une résistance chimique, mais aussi comportementale. Elles détectent le pesticide à l'avance et s'éloignent, se réfugient dans des feuilles enroulées, se cachent sous le limbe des feuilles ou migrent vers des pousses non traitées. Ce n'est pas un simple instinct au sens strict, c'est une réaction à un signal chimique qui se propage dans toute la colonie et organise littéralement son évacuation. Les méthodes biologiques sont, sur le long terme, plus fiables, guêpes parasitoïdes, punaises prédatrices, lâchers ciblés de chrysopes. Tout cela fonctionne déjà dans plusieurs pays et la lutte biologique remplace même totalement la lutte chimique dans certaines serres. En plein champ, en revanche, elle reste plus lente le temps que les auxiliaires naturels s'installent, pendant que les pucerons ont déjà causé des dégâts. Votre regard sur les pucerons a-t-il changé depuis le début de cette vidéo ? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Allons maintenant encore plus loin, littéralement à l'intérieur du puceron, car quelqu'un d'autre vit en lui. Dans des cellules spécialisées, appelées bactériocytes, vivent des bactéries, non pas dans l'intestin, non pas à l'extérieur, mais directement à l'intérieur des cellules elles-mêmes. On les appelle Buchnera acidicola. Ce n'est pas une maladie, c'est un partenariat, et l'un des plus anciens que l'on puisse imaginer. La sève dont se nourrissent les pucerons est riche en sucre, mais pauvre en acides aminés essentiels, les briques élémentaires des protéines sans lesquelles la vie est impossible. Les pucerons ne peuvent pas les synthétiser eux-mêmes, mais les bactéries Buchnera, oui, elles produisent justement les acides aminés qui manquent dans la sève. Le puceron digère sa Buchnera, la transforme et reçoit ainsi une alimentation complète. Cela dure depuis environ 150 millions d'années. Au fil de cette cohabitation, les bactéries ont perdu la plupart de leurs gènes. Une bactérie classique en possède environ 4 zéros, tandis que Buchnera n'en a plus qu'environ 650. Elle a abandonné, au fil de l'évolution, tout ce qui n'était pas indispensable, ne gardant que ce qui permet de produire des acides aminés et d'assurer sa propre reproduction. On appelle cela un endosymbionte obligatoire, deux organismes si dépendants l'un de l'autre qu'ils ont cessé, au sens biologique, d'être réellement séparés. Buchnera illustre à quel point une symbiose peut aller loin, jusqu'à devenir presque indissociable d'une fusion complète. Les mitochondries, ces organites qui produisent l'énergie dans chacune de vos cellules, étaient elles aussi, à l'origine, des bactéries indépendantes. C'est exactement par ce même processus, l'endosymbiose, que Buchnera se trouve aujourd'hui à mi-chemin. Elle n'est plus vraiment une bactérie, mais pas encore tout à fait un organite, quelque chose entre les deux. Honnêtement, c'est un moment qui m'a particulièrement marqué dans cette enquête. Les pucerons font voler en éclats nos catégories habituelles et il s'avère qu'ils ne sont même pas vraiment une seule créature. Quand les pucerons se reproduisent, leur Buchnera est transmise directement à la descendance par l'œuf, de génération en génération, depuis 150 millions d'années sans interruption. Et en plus de Buchnera, d'autres bactéries symbiotiques secondaires vivent dans les pucerons, chacune avec sa propre fonction. Certaines les protègent contre les guêpes parasitoïdes, d'autres les aident à supporter la chaleur, d'autres encore élargissent la gamme de plantes qu'ils peuvent exploiter. Un puceron n'est donc pas une seule créature, c'est un écosystème miniature d'1 millimètre. Et tout ce système ne s'est pas mis en place en quelques années, mais sur des centaines de millions d'années, ce qui nous amène à nous demander comment les pucerons sont apparus sur cette planète. Il y a 280 millions d'années, aucune fleur n'existait encore sur Terre. On ne trouvait que des plantes à spores, fougères, prêles, lycopodes arborescents.
C'est à cette époque qu'apparaît, sur leur tige, une créature dotée d'une fine trompe capable de percer les tissus et d'en extraire la sève. Les premiers pucerons ne se nourrissaient pas encore de phloème au sens moderne. Ils aspiraient la sève de systèmes vasculaires plus primitifs, mais le principe était déjà là, un déplacement subtil entre les cellules, une vie fondée sur les ressources d'autrui. D'après l'horloge moléculaire, la coévolution entre pucerons et Buchnera s'est déroulée en parallèle. L'analyse du taux de mutation dans l'ADN des deux partenaires montre que leur union a débuté il y a environ 150 à 200 millions d'années. Cela signifie qu'au moment où les premiers dinosaures sont apparus, les pucerons portaient déjà leurs bactéries hôtes à l'intérieur de leurs cellules. Lorsque les plantes à fleurs ont commencé à se répandre, il y a environ 130 millions d'années, les pucerons ont évolué avec elles. À chaque nouvelle espèce végétale correspondait bientôt une espèce de puceron spécialisé. C'est ainsi, étape par étape, que s'est constitué le tableau que nous observons aujourd'hui, 500 espèces, chacune avec sa plante hôte propre. Les preuves de cette longue histoire se trouvent dans l'ambre. Dans l'ambre birman, âgé d'environ 100 millions d'années, on a retrouvé des pucerons presque indiscernables des espèces actuelles. Même cornicule, même silhouette en forme de poire, même anatomie de la trompe, déjà présente il y a 100 millions d'années. Ce changement minime illustre ce que les biologistes appellent le conservatisme évolutif, quand un plan corporel fonctionne si bien que la sélection naturelle ne lui trouve rien de mieux à proposer. Dans l'ambre balte, vieux d'environ 45 millions d'années, on a trouvé quelque chose d'encore plus fascinant. Un puceron juste à côté d'une fourmi exactement dans la même position que celle qu'on observe aujourd'hui. Leur alliance documentée a donc déjà au moins 45 millions d'années. Franchement, ce fait m'a arrêté un instant, on regarde un morceau de résine vieux de 100 millions d'années et on y voit un puceron qui ressemble exactement à celui posé sur votre rosier aujourd'hui. Le temps semble s'être arrêté. Les pucerons ont survécu à 5 extinctions massives en se reconstituant rapidement après chacune d'elles. Leur reproduction clonale permet de faire repartir une population de zéro, à partir d'un seul individu survivant, en quelques semaines seulement, alors que d'autres espèces ont mis des millénaires à se reconstituer. Les pucerons ont réussi en une saison, non pas parce qu'ils étaient puissants, mais parce qu'ils étaient rapides, flexibles, et disposaient déjà d'un plan qui n'avait jamais besoin d'être changé. Et c'est précisément ce plan que la science moderne étudie aujourd'hui. Les pucerons sont devenus un objet d'étude étonnamment précieux pour la science, pas seulement comme ravageurs à combattre, mais comme source d'idées. La première découverte concerne les phéromones. Dans les années 1970, des scientifiques ont identifié la principale phéromone d'alarme des pucerons, une substance appelée E-bêta-farnésène, libérée par les cornicules en cas d'attaque d'un prédateur. Les individus voisins réagissent immédiatement, ils s'éparpillent, tombent, se figent. Les chercheurs ont poussé plus loin, en synthétisant cette substance et en la vaporisant sur des champs, ils ont découvert qu'elle agit sur 2 fronts à la fois. Les pucerons la détectent et quittent la zone traitée, tandis que leurs prédateurs naturels, guêpes et chrysopes, sont au contraire attirés vers la source de l'odeur. La phéromone devient un piège qui repousse simultanément le ravageur et attire ses ennemis naturels, sans aucun produit chimique toxique, sans risque de résistance. C'est aujourd'hui l'une des pistes les plus prometteuses de la protection biologique des cultures. La deuxième découverte concerne l'épigénétique. Tous les pucerons d'une même colonie clonale possèdent un génome identique, et pourtant l'un est ailé, un autre pas, l'un devient soldat, un autre devient femelle reproductrice. Le même ADN donne naissance à des organismes fondamentalement différents. C'est de l'épigénétique pure, des gènes s'activent ou s'éteignent en réponse à des signaux extérieurs, sans changer la séquence de l'ADN. Les pucerons sont devenus l'un des modèles clés pour étudier ces mécanismes. La troisième concerne la médecine. Le stylet du puceron est étudié par des ingénieurs biomédicaux. Cette aiguille glissante se déplace entre les cellules sans les rompre, pratiquement sans douleur ni saignement. Des prototypes d'aiguilles pour injection indolore et de sondes diagnostiques inspirées de ce modèle existent déjà. Le puceron est, sans le savoir, un ingénieur médical. La quatrième concerne le climat. Le réchauffement climatique modifie l'aire de répartition des pucerons. Ils apparaissent là où ils n'existaient jamais auparavant. Les hivers plus doux permettent à des œufs de survivre là où ils mouraient autrefois. Le printemps arrive plus tôt et les pucerons commencent à se reproduire plus vite.
Les scientifiques constatent que la première apparition des pucerons dans les champs se produit environ 2 semaines plus tôt qu'au milieu du siècle dernier. Plus de générations, plus de virus, plus de pertes. Les pucerons sont devenus l'un des indicateurs vivants les plus précis du changement climatique. Une créature que l'on ignorait s'avère être un véritable instrument de mesure. Et cela nous ramène à notre point de départ, ce millimètre qui contient bien plus qu'il n'y paraît. 1 millimètre, sans dents, sans griffes, sans poison, sans vitesse, sans voix, il ne peut même pas vraiment fuir, il se contente de tomber de sa feuille et d'espérer. Et pourtant, 280 millions d'années sur cette planète, 5 extinctions massives traversées, 500 espèces, une alliance avec les fourmis vieilles de 40 millions d'années, des bactéries logées dans ces cellules depuis 150 millions d'années sans interruption, des soldats qui ne laisseront jamais de descendance, des phéromones qui contrôlent à la fois les fourmis et les plantes, une trompe étudiée par les ingénieurs en médecine, une histoire qui a détruit les 2/3 des vignobles d'Europe, une créature qui naît enceinte, se clone elle-même et vit tout cela dans un corps de la taille d'une tête d'épingle. Je crois que cela en dit long sur nous. Nous avons tendance à juger insignifiant ce qui est petit et silencieux, ce qui ne grogne pas, n'attire pas le regard, ne fait pas l'objet de documentaires. Les pucerons sont la preuve vivante que ce critère ne vaut pas grand-chose. Vous savez ce qui m'a le plus marqué après avoir tout compris ? Ce n'est aucun fait précis, mais le simple constat qu'il était toujours là, sur chaque buisson, chaque arbre, chaque feuille du jardin. Nous lui marchions dessus sans même le remarquer. Nous l'aspergions de produits chimiques en pensant gagner la partie. Et lui, en une saison, s'adaptait et continuait son chemin, sans bruit, sans plainte. 280 millions d'années dans le silence. Avez-vous, vous aussi, votre petite créature discrète qui vous a un jour surpris ? Dites-le en commentaire. Et la prochaine fois que vous verrez une feuille couverte de petits points verts ou noirs, sur une tige, sur un rosier, prenez une seconde. Il y a là 280 millions d'années d'évolution. Il y a une fille enceinte qui porte déjà sa petite fille en elle. Il y a un soldat qui mourra sans jamais laisser de descendance. Il y a des bactéries dans une cellule qui ont depuis longtemps cessé d'être de simples bactéries. Il y a tout un écosystème dans un millimètre. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires sur la nature sauvage, laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à très vite pour le prochain épisode.